Et il portait en lui une loyauté que rien n'avait jamais pu briser. Une loyauté simple, silencieuse, presque têtue, celle d'un homme qui a vu défiler un demi-siècle de gloire, de chute, de renaissance, et qui, malgré tout, n'a jamais trahi ceux qu'il aimait. Michel Drucker, 73 ans, parle aujourd'hui d'une promesse qu'il avait toujours gardée pour lui. Une phrase glissée à voix basse, un soir où Johnny Hallyday n'était plus tout à fait l'icône, ni tout à fait l'homme. Un soir où il avait besoin d'un ami, pas d'un animateur, pas d'un témoin, mais d'un ami, un vrai, comme il disait. Pendant des décennies, leur relation a été publique, commentée, parfois déformée. Pourtant, entre eux, les choses se jouaient ailleurs, dans les loges silencieuses, dans les coups de fil tardifs, dans les moments où la célébrité laisse place à la fragilité. Johnny se confiait peu. Michel écoutait beaucoup. C'était leur pacte tacite. Et c'est précisément parce que ce pacte a tenu si longtemps qu'il a pesé de plus en plus lourd avec les années. Alors pourquoi parler aujourd'hui ? Pourquoi rompre même légèrement ce silence que Michel Drucker avait toujours protégé comme un trésor ? Pourquoi choisir ce moment, à 73 ans, pour évoquer ces derniers mots, cette promesse faite à l'homme qui, pour toute une génération, ne devait jamais mourir ? Il le dit lui-même, avec cette respiration lente qui précède les confidences, parce que le temps passe, et parce que certaines choses méritent d'être transmises, pas pour moi, mais pour lui. En ouvrant enfin cette page, Michel ne cherche ni les faits, ni la nostalgie facile. Il cherche la vérité, celle d'une amitié rare, tissée dans les coulisses de la télévision française, au-delà des shows, au-delà des records d'audience, au-delà même de la légende Hallyday. Une amitié avec ses hauts, ses silences, ses tensions parfois, mais une amitié réelle, vivante et trop souvent méconnue. Dans cette première confidence, Michel évoque cette fameuse promesse comme on soulève un coffre fragile, lentement, avec pudeur. Il dit qu'elle n'a rien à voir avec la carrière, ni avec les concerts, ni même avec les scandales qui ont rythmé la vie de Johnny. Non, c'était quelque chose de profondément humain. Quelque chose que Johnny avait confié dans un moment où il n'avait plus la force de jouer un rôle. Une demande simple, un souhait presque naïf. Et Michel avait répondu oui, sans savoir que ce oui serait le poids le plus discret et le plus durable de sa vie professionnelle. Ce récit n'est pas seulement celui de deux géants de la culture populaire française. C'est l'histoire d'un lien intime, tissé loin des caméras, et qui continue aujourd'hui de hanter Michel Drucker. Car une promesse, surtout quand elle est faite à un ami qui s'éteint, ne disparaît jamais vraiment. Alors, qu'a demandé Johnny ce soir-là ? Pourquoi Michel a-t-il choisi de garder ce secret pendant tant d'années ? Et pourquoi, maintenant, décide-t-il enfin de parler ? Quand Michel Drucker se souvient de leur première rencontre, il sourit toujours d'un sourire qui n'appartient qu'aux souvenirs fondateurs, ceux qui changent une vie sans que l'on s'en rende compte. Il dit souvent « Johnny, je l'ai vu arriver bien avant que la France ne comprenne ce qui était en train de naître. » Cette rencontre, elle remonte à ces années où tout semblait possible, où la télévision n'était pas encore une machine gigantesque, mais un plateau simple, presque artisanal, où l'on voyait tout, où l'on entendait tout, même les battements de cœur des artistes qui attendaient derrière le rideau. C'était au milieu des années 60. Michel, jeune journaliste qui débutait à peine sur l'ORTF, n'était pas encore le visage rassurant du dimanche soir. Il observait, il apprenait, il scrutait chaque artiste qui passait, essayant de comprendre ce qui, chez certains, créait cette étincelle qu'aucune caméra ne pouvait ignorer. Johnny, lui, n'était pas encore la légende. Le public l'adorait déjà, certes, mais la France était encore en train de décider s'il serait un feu de paille ou un météore durable. Il avait cette énergie brute, cette manière de se tenir entre défi et timidité qui déroutait les journalistes plus âgés. Michel raconte souvent cette scène. Il m'a serré la main, et immédiatement j'ai senti qu'il y avait en lui un mélange explosif. La fougue d'un gamin et la solitude d'un adulte trop vite projeté en pleine lumière. Johnny parlait peu. Il avait ce regard bleu, perçant, qui disait tout avant les mots. Et Michel, instinctivement, avait compris qu'il ne fallait pas le brusquer. Leur premier échange, il le décrit comme simple, presque banal, mais profondément sincère. Ils se sont retrouvés plusieurs fois par la suite, d'abord sur les plateaux, puis dans les loges, autour de café, parfois très tôt le matin, parfois très tard le soir. Ces heures où les masques tombent plus facilement. Avec le temps, Michel devient l'un des rares journalistes auprès de qui Johnny ne jouait pas. Il ne cherchait pas les faits.
Il ne cherchait pas la pose, il cherchait seulement quelqu'un qui l'écoute sans le juger. Et Michel, par tempérament autant que par profession, était cet homme-là. Dans les archives de l'époque, on retrouve ces images mythiques, un Johnny fougueux, électrique, presque incontrôlable. Et, à côté, un Michel calme, posé, observateur, presque comme un grand frère qui veille à ce que tout ne dérape pas. Cette dynamique s'est imposée naturellement. Johnny vibrait, Michel canalisait. C'est sans doute là que leur relation s'est scellée. Michel Drucker confie que ce jour-là, leur première vraie conversation, il avait senti quelque chose d'inattendu. Il m'a dit qu'il avait peur, pas du public, mais de décevoir, de ne pas être à la hauteur de ce que la France voulait voir en lui. Ce n'était pas une confession dramatique, c'était juste vrai. Johnny avait cette franchise désarmante quand il se laissait aller, ce n'était pas souvent. Mais Michel faisait partie de ceux auprès de qui cela arrivait. Leur rencontre, en réalité, dépasse le simple cadre professionnel. Elle symbolise deux chemins opposés qui se croisent. Celui d'un homme construit sur la rigueur, la fidélité, la maîtrise, et celui d'un artiste façonné par le feu, le doute et le besoin impossible d'être aimé. Cette complémentarité silencieuse allait devenir la clé de leur relation, et sans que personne ne le sache encore, l'un des fils rouges de la carrière de Michel Drucker, être témoin, mais aussi confident. Au fil des années, Johnny s'est mis à l'appeler spontanément, parfois pour parler d'un concert, parfois pour ne rien dire. Michel disait oui, toujours. Il écoutait, il rassurait. Ce n'était pas encore de l'amitié déclarée, mais une complicité rare, celle qui se construit dans les couloirs, dans les regards échangés, dans ces quelques secondes où un artiste comprend que l'homme en face de lui ne veut rien lui prendre. Et c'est peut-être là, précisément, que naît la confiance. Johnny était habitué aux journalistes qui questionnent, qui scrutent, qui cherchent le titre. Michel, lui, cherchait l'homme. Non pas l'idole, l'homme. Alors, quand les années suivantes les ont ramenés l'un vers l'autre, plus souvent qu'ils ne l'auraient imaginé, ils n'en ont jamais vraiment parlé. Comme si tout avait commencé là, dans cette première rencontre où, sans le savoir, un showman avait trouvé un témoin durable et un ami. Mais cette complicité, si forte soit-elle, allait être mise à l'épreuve. Car lorsque la célébrité grandit, elle déforme. Et lorsque les carrières décollent, elles éloignent autant qu'elles rapprochent. Comment leur relation a-t-elle évolué quand Johnny est devenu un phénomène incroyable? Comment Michel a-t-il géré l'homme derrière l'icône? Et que se passait-il réellement dans les coulisses lorsque la France découvrait les années de gloire? Les années 70 et 80 ont façonné la légende. Pour Johnny Hallyday, c'était une ascension vertigineuse. Pour Michel Drucker, c'était l'apprentissage d'une responsabilité nouvelle. Devenir le témoin privilégié d'une icône que la France adoptait comme un membre de la famille. Pendant que Johnny remplissait des stades, Michel, lui, construisait patiemment cette présence tranquille du dimanche soir, cette voix rassurante qui accompagnait les foyers. Et, entre eux, un fil invisible continuait de se tendre. Ces décennies-là sont souvent racontées avec des superlatifs, records, tournées triomphales, hystérie du public. Mais Drucker, lui, choisit toujours un autre angle. Johnny était au sommet, oui, mais il restait un homme que la gloire rendait parfois encore plus fragile. Il ne dit pas cela par compassion, il le dit parce qu'il l'a vu. Dans les coulisses de Champs-Élysées, dans les loges silencieuses après les shows, il voyait l'effort immense derrière l'éclat. À cette époque, les apparitions de Johnny dans les émissions de Michel devenaient presque rituelles. Le public attendait leur retrouvailles comme un moment d'intimité nationale. On se souvient de ces images, Johnny assis face à Michel, un peu nerveux, puis l'expression qui se détend, comme si l'attention du rocker cédait soudain place au gamin de 15 ans qui rêvait d'Elvis. Michel savait faire tomber les cuirasses sans avoir besoin de les forcer. Il pouvait poser la question redoutée, mais avec cette douceur qui désamorce tout. « Tu sais, avec Drucker, je ne triche pas », avait confié un jour Johnny à un technicien. Ces mots, Michel les a appris bien plus tard. Il les répète parfois avec un sourire discret. Les années de gloire, c'était aussi les excès, les risques, les tournées interminables, les moments de doute qui surgissaient malgré les projecteurs. Johnny brûlait sa vie comme s'il savait qu'elle serait trop courte pour tout ce qu'il avait à offrir. Michel, lui, observait cette vitesse avec une inquiétude silencieuse. Il raconte qu'un soir, en quittant un plateau, Johnny s'est tourné vers lui et a murmuré « Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir cette cadence, mais tant que je suis debout, je chante. » Ce n'était pas une phrase de vedette, c'était presque une confession. Ce qui frappait Michel à cette époque, c'était la double vie que Johnny menait, l'homme public, flamboyant, spectaculaire, et l'homme privé, épuisé,
d'une sensibilité presque douloureuse. Il ressentait tout trop fort, la joie comme la peine, le succès comme l'échec. Cette intensité, Drucker en parle avec un respect immense. Il savait que c'était à la fois la force et la vulnérabilité de Johnny. Les années 80 ont été un tournant. Johnny, souvent décrit comme inarrêtable, se consumait dans son propre mythe. Pourtant, sur les plateaux de Michel, il retrouvait une forme d'ancrage. Il y a cette interview légendaire en 1984 que Michel cite souvent. Johnny arrive tendu, presque absent. Puis, en quelques minutes, la conversation le ramène à quelque chose de plus humain. « Avec toi, on oublie que les caméras tournent », lui glisse-t-il en off. Ce compliment, Michel ne l'a jamais oublié. Au-delà de la télévision, leur relation continuait de s'affirmer. Ils se voyaient parfois en dehors des caméras, rarement longtemps, mais toujours intensément. Il n'y avait ni confidence forcée, ni amitié fusionnelle. C'était une fidélité douce, à la française, pudique, respectueuse, discrète. Et pourtant, pendant que Johnny vivait ses triomphes, Michel assistait aussi à quelque chose que le public ne voyait pas, le poids de ses victoires. Car la gloire, quand elle devient un empire, exige un tribut. Johnny pâillait en silence. Michel l'entendait sans que Johnny le dise. Les années 90 n'ont fait que renforcer ce paradoxe. Alors que Johnny entrait dans une forme d'immortalité artistique, Michel, lui, prenait conscience que cette longévité avait un prix. La solitude. Non pas l'isolement, Johnny n'a jamais été seul. Mais cette solitude intérieure que connaissent ceux qui, trop aimés, finissent par ne plus savoir à qui se confier vraiment. C'est dans ces années-là que Michel comprend qu'il n'est plus seulement un animateur. Il est un repère, un témoin stable dans une vie qui ne l'a jamais été. Il devient celui à qui Johnny peut dire « Là, je ne vais pas bien, mais je vais monter sur scène quand même. » Ou encore « Parfois, j'ai peur que le public me dépasse. » Le public, lui, ne voyait que la légende. Michel voyait l'homme. Et plus la gloire de Johnny se faisait immense, plus les fissures commençaient à apparaître. Imperceptibles au premier regard, mais profondes pour ceux qui savaient regarder. Parce que derrière les records, derrière les stades pleins, il y avait déjà les premiers signes d'un déséquilibre qui menaçait leur relation elle-même. Comment la célébrité a-t-elle commencé à abîmer ce lien pourtant solide? Qu'est-ce qui, dans l'ombre des feux de la rampe, a fragilisé leur complicité? Et quel fut le premier choc qui a révélé les fissures? Il arrive toujours un moment où même les amitiés les plus solides se heurtent à la vie telle qu'elle est. Pour Michel Drucker et Johnny Hallyday, cette étape n'a pas été une rupture franche, ni une dispute. Non, c'était plus subtil, plus insidieux. Une succession de petits décalages, de non-dits, de silences qui s'allongent, comme ces craquelures invisibles qui apparaissent sur une façade qu'on croit indestructible. Michel l'a raconté un jour d'une voix presque murmurée. Johnny est devenu tellement immense que parfois je ne savais plus comment l'atteindre. C'était le début des années 2000. Johnny entrait dans une nouvelle ère, celle où la star n'était plus seulement un chanteur, mais un monument vivant, entouré, protégé, parfois surprotégé. Et Michel, malgré les décennies de confiance, sentait autour de lui une distance nouvelle. Mais alors, d'où venait cette distance? Pas de la froideur, pas de la méfiance, plutôt de ce tourbillon qui emporte les artistes quand leur vie devient un chantier permanent. Tournée gigantesque, pression médiatique, entourage changeant, passage à vide que l'on cache sous le poids du mythe. Michel, lui, restait le même, stable, constant, fidèle. Et c'est peut-être cela, paradoxalement, qui devenait difficile pour Johnny. La stabilité, face à une vie en perpétuelle explosion, peut parfois renvoyer à ce que l'on fuit. Pourtant, chaque fois qu'il se retrouvait sur un plateau, la complicité reprenait. Mais elle était différente, moins spontanée, comme s'il fallait désormais traverser plusieurs couches d'agitation avant d'atteindre l'homme. Un soir, Michel l'évoque avec une retenue presque douloureuse, Johnny est arrivé en retard sur le plateau d'un prime. Il avait l'air ailleurs, fatigué, entouré d'hommes qui le bousculaient, le protégeaient, le pressaient. Ce soir-là, Michel comprend que quelque chose a changé. Johnny s'assoit devant lui, mais son regard passe à côté, comme s'il n'était pas vraiment présent. Et puis, brusquement, durant l'interview, un éclat, une phrase sincère, presque tendre, un sourire qui traverse le masque. Michel le voit, il le saisit, mais l'instant s'évapore aussi vite qu'il est survenu. C'est à cette période que Michel commence à ressentir une forme d'impuissance. Non pas l'impuissance de l'animateur, il savait gérer la télévision mieux que quiconque, mais l'impuissance de l'ami qui voit l'autre courir trop vite, trop loin, sans pouvoir lui dire « ralentis ». La distance se creuse aussi parce que Johnny change souvent d'entourage. Certains nouveaux arrivants ne comprennent pas la nature de son lien avec Michel. Ils voient un journaliste, un homme de télévision. Ils ne voient pas l'histoire, ni les confidences,
ni les nuits d'après-concert où Johnny déposait ses doutes comme un enfant fatigué. À cela s'ajoutent les périodes de crise dans la vie privée de Johnny. Des tensions, des excès, des décisions impulsives. Et dans ces moments-là, Michel se tait. Par pudeur, par respect. Parce qu'il sait que parler trop vite, c'est risquer de franchir une frontière sacrée. Mais ce silence protecteur a un prix, il éloigne. Et Michel, malgré sa discrétion légendaire, le ressent profondément. Il le dit sans amertume. Quand un homme est entraîné par sa propre légende, ceux qui l'aiment doivent parfois rester sur le côté. Puis vient un épisode qui cristallise tout. Une émission anniversaire. Johnny est invité. Il accepte. Puis il annule. Puis il revient. Puis il repart. Michel comprend que ce n'est pas personnel. Johnny combat ses propres tempêtes. Pourtant, dans le cœur de Michel, quelque chose se fendille. Non pas la confiance, elle demeure, mais la fluidité. Cette facilité qui avait fait leur force. Il y a aussi le corps de Johnny, qui commence à lui envoyer des signaux que la star refuse d'écouter. Douleur, fatigue, essoufflement. Michel voit tout. Il voit l'homme derrière le costume. Mais il sait qu'il ne peut rien dire. Car Johnny n'écoute personne lorsque la scène l'appelle. Les fissures, pourtant, ne détruisant rien. Elles révèlent seulement une vérité. Leur relation n'est plus celle de deux hommes jeunes construisant leur carrière. C'est une relation d'adultes, marquée par les chemins divergents, les obligations, la célébrité écrasante. Et malgré ces turbulences, une promesse continue d'unir Michel à Johnny. Cette promesse dont il n'a encore rien révélé. Mais pour que cette promesse prenne tout son sens, il faut d'abord traverser la zone la plus sombre de leur histoire, celle où la gloire ne protège plus et où la vie rappelle brutalement sa fragilité. Quel événement a tout basculé? Quelle crise a forcé Johnny à regarder en face ses propres limites? Et comment Michel, témoin silencieux, a-t-il vécu ce moment où tout menace de s'écrouler? Il y a des moments où la vie impose un silence brutal, un silence qui dépasse les mots, les promesses, les années partagées. Pour Johnny Hallyday, ce moment a surgi comme un coup de tonnerre que personne n'avait vu venir. Pour Michel Drucker, ce fut une rupture, non pas de leur lien, mais de cette illusion rassurante que Johnny était indestructible. La crise éclate en 2009, lorsque Johnny est hospitalisé à Los Angeles. Le public retient son souffle. La presse s'affole. Et Michel, lui, n'a qu'une seule pensée. Il faut tenir, Johnny. Tiens bon. Car cette fois, ce n'est pas un accident de tournée, ni un excès rattrapé par l'énergie du rocker. C'est plus grave, plus profond, une faille dans le corps, ce corps qui avait tout encaissé. Les concerts, les nuits blanches, les cigarettes, la route, la vie brûlée par les deux bouts. L'opération tourne mal. Les complications s'enchaînent. Johnny est plongé dans un coma artificiel. Et c'est là que Michel comprend que la légende peut vaciller, que l'ami peut disparaître. Il le dit d'une voix où perce encore l'émotion. Je savais qu'il aimait jouer avec les limites, mais jamais je n'aurais imaginé que la limite puisse être si près. Durant ces jours suspendus, Michel reçoit des messages, des informations contradictoires, des rumeurs. Mais il ne parle pas. Il attend. Il veille à distance, parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Et à l'intérieur, quelque chose se brise. Non pas leur amitié, mais cette idée que Johnny reviendra toujours, comme il l'a toujours fait. Ce soir-là, un proche lui annonce que la situation est critique. Michel rentre chez lui, s'assoit dans le noir, et réalise pour la première fois que l'homme qu'il connaît depuis des décennies est peut-être en train de s'éteindre à l'autre bout du monde. Il se souvient avoir murmuré « Ce n'est pas possible, pas comme ça, pas lui ». Lorsque Johnny sort finalement du coma, affaibli mais vivant, c'est un Johnny différent que Michel retrouve. L'épreuve a creusé quelque chose en lui. Le regard n'a plus tout à fait la même lumière. La voix porte encore, mais elle tremble. Et l'ombre de la mort plane dans les silences. Mais la vraie rupture, celle qui marque une frontière dans leur relation, survient 1 an plus tard, lorsque Johnny remonte sur scène trop vite, trop fort, comme si le vide qu'il avait frôlé exigeait une revanche immédiate. Michel, lui, voit le danger. Il voit l'homme lutter contre son propre corps. Il voit le mythe vouloir reprendre le dessus, coûte que coûte. Il lui dit doucement « Johnny, tu n'as plus rien à prouver ». Johnny baisse les yeux, esquisse un sourire fatigué et répond « J'ai tout à prouver à moi-même ». Cette phrase fait l'effet d'une gifle. C'est là que Michel comprend qu'il ne peut plus protéger Johnny. Pas de lui-même. Pas de sa volonté farouche de brûler chaque dernière étincelle de vie. Et les années suivantes n'apaiseront rien. Les problèmes de santé s'aggravent. La voix faiblit. Le souffle manque. La maladie, d'abord tenue secrète, avance sans faire de bruit. Michel l'apprend tard, presque trop tard. Il se souvient du choc. J'ai compris que cette fois, il ne gagnerait pas. Pas par manque de courage. Johnny n'en a jamais manqué. Mais parce que même les géants ont des limites,
L'un des moments les plus douloureux survient lorsque Michel demande à voir Johnny, quelques mois avant la fin. On lui répond que ce n'est pas possible. Pas maintenant, pas dans cet état. Et Michel, qui a vu Johnny dans toutes ses forces, comprend qu'il ne le reverra peut-être pas dans sa faiblesse. Cette pensée le poursuit encore aujourd'hui. Puis vient décembre 2017. La nouvelle tombe. La France se fige. Le pays perd une légende. Michel perd un ami. Ce jour-là, il ne parle à personne. Il reste chez lui, seul, et laisse les souvenirs remonter. Les débuts, les confidences, les silences, les sourires. Il réalise alors que la crise n'était pas seulement physique. C'était la fin d'un monde qu'ils avaient partagé pendant plus d'un demi-siècle. Mais au milieu de cette douleur, une idée revient, obsédante. Une promesse. Celle qu'il avait faite à Johnny, un soir où l'homme avait mis de côté la star pour révéler une fragilité rare. Une promesse que Michel n'a jamais trahie. Mais pour comprendre cette promesse, il faut voir ce qui se passe après la tempête. Quand la crise est passée, quand la vie doit reprendre, malgré l'absence. Comment Michel a-t-il vécu l'après? Qu'a-t-il fait pour honorer Johnny? Et quelle phrase de l'idole continue de résonner dans sa vie aujourd'hui? Après la disparition de Johnny, quelque chose s'est figé chez Michel Drucker. Pas seulement une époque, mais une part intime de lui-même. Il n'avait jamais imaginé vivre un monde où Johnny ne serait plus quelque part sur scène, dans un studio, sur une route de tournée, ou même au bout du fil. Et pourtant qu'il a fallu continuer, travailler, parler, témoigner, parce que c'est ce que l'on attend de lui. Parce qu'au fond, c'est ce qu'aurait voulu Johnny. Les jours qui suivent les obsèques sont un mélange étrange de silence et de bruit. Silence à la maison, bruit dans les médias. Michel reçoit des dizaines de messages. On lui demande des souvenirs, des anecdotes, des phrases inédites. Mais il reste prudent, pudique. Il répond le strict nécessaire, avec cette retenue qu'il a toujours distinguée. Johnny n'appartenait pas qu'à moi. Il appartenait à la France. Mais certaines choses sont à lui et doivent le rester. C'est dans ce moment de deuil public que Michel mesure la profondeur du lien qui les unissait. Il se souvient d'une phrase que Johnny lui avait dite, bien avant la maladie, une phrase qu'il n'avait jamais répétée. « Toi, tu seras là quand je ne serai plus là. » Michel n'avait pas compris alors. C'était devenu une vérité aujourd'hui. Les semaines passent. Michel retourne en plateau. Le premier dimanche sans Johnny est un moment d'une difficulté immense. Il confie à demi-mot. J'avais l'impression qu'il allait entrer par la porte du fond du studio avec son sourire en coin, mais la porte reste fermée. La réalité, cette fois, est sans appel. Il faut pourtant continuer à faire vivre la mémoire. Alors Michel choisit un chemin discret. Parler de Johnny avec élégance, sans tomber dans le pathos, sans exploiter la légende. Il raconte l'homme, le père, l'ami. Il raconte le rire. Il raconte la générosité presque maladroite de Johnny. Ce besoin immense de faire plaisir. Ce besoin encore plus immense d'être aimé. Dans un entretien, il glisse doucement. Johnny était plus fragile qu'on ne l'imagine. Et c'est cette fragilité-là que j'ai envie de protéger. C'est une manière de dire qu'il ne dira pas tout, qu'il gardera pour lui ce que l'homme lui a confié dans l'ombre. La tempête passée, Michel retourne aussi au lieu qui comptait. Les plateaux où Johnny s'était assis des dizaines de fois, certaines loges où il avait ri, certaines rues où il s'était croisé par hasard. Il dit que c'est une façon de rester proche de lui. Pas de raviver la douleur, mais de maintenir la présence. Un soir, quelques mois après la disparition de Johnny, Michel confie à un ami. Il y a des gens qu'on n'oublie pas parce qu'ils ont laissé un vide. Johnny, lui, a laissé un tremblement. Cette phrase résume tout. Même absent, Johnny continue de bouger les lignes, de provoquer des émotions, de traverser les mémoires. Puis vient la période où Michel décide de raconter, non pas tout, mais ce qu'il estime juste. Dans un livre, dans quelques interviews choisies, il évoque des scènes, des gestes, des regards. Et à chaque fois, il trouve ce ton si particulier, celui qu'il réserve aux êtres qu'il a vraiment aimés. Un ton sans jugement, sans nostalgie forcée. Un ton reconnaissant. Il raconte aussi le dernier échange qu'il a eu avec Johnny quelques mois avant sa fin. Sans entrer dans les détails, il dit simplement « J'ai compris que ce serait la dernière fois que j'entendrais sa voix comme ça. » Cette phrase, Michel ne l'a jamais développée. Parce qu'elle suffit. Parce qu'elle dit tout sans raconter ce qui doit rester dans l'intime. Après la tempête, il y a aussi eu le travail. Michel plonge dans ses émissions, ses projets, sa discipline légendaire. Comme si la rigueur était une façon d'avancer. Comme si le mouvement empêchait l'absence de devenir trop lourde. Mais dans certains moments de pause, il y a un geste qui revient. Ouvrir une boîte où il conserve quelques photos. Pas beaucoup, juste celles qui comptent, hein. Et parmi elles, une image de Johnny lui souriant, tête penchée, comme s'il voulait dire « Allez, vieux frère, continue ». Michel dit « Parfois, je me demande s'il serait fier de la manière dont je parle de lui. J'espère que oui. Ce doute
doux et constant, est le signe d'un lien qui n'a jamais cessé, même après la tempête. Car au cœur de l'après reste la promesse. Celle qu'il avait faite un soir, lorsque Johnny n'était plus le chanteur, mais simplement un homme inquiet. Une promesse que Michel refusait jusque-là de dévoiler. Alors, qu'a-t-il révélé à 73 ans? Qu'a demandé Johnny dans cet instant de vérité? Et pourquoi Michel a-t-il attendu si longtemps pour en parler? Il faut parfois toute une vie pour trouver le courage de dire une vérité simple. Michel Drucker, à 73 ans, l'a compris au moment où il s'est assis face à la caméra pour prononcer ces mots qu'il avait gardés pour lui pendant des années. Ce jour-là, sa voix était plus lente, plus grave, rien d'un effet, juste un homme qui accepte, enfin, de laisser sortir ce qu'il a trop longtemps retenu. J'avais une promesse à tenir, et je l'ai tenue. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps de dire laquelle. La phrase tombe, nue, sans décor. Et dans ce silence suspendu, on comprend que quelque chose d'essentiel va être dit. Cette promesse, Michel en parle avec une pudeur presque douloureuse. Elle remonte à un soir précis, un soir où Johnny, affaibli, inquiet, avait demandé à le voir. Ce n'était pas une rencontre prévue. Pas une interview, pas un rendez-vous officiel. Juste une demande murmurée par téléphone. « Michel, est-ce que tu peux passer ?» Lorsque Michel arrive, il découvre un Johnny différent. Pas l'idole, pas le rocker. Un homme fatigué, lucide, conscient que certains combats étaient en train de se perdre. Ils ont parlé longtemps, pas de carrière, pas de concert, pas de vie publique. Ils ont parlé d'amitié, de transmission, de ce qu'il reste quand les projecteurs s'éteignent. Et puis, dans un souffle, Johnny lui dit cette phrase que Michel n'a jamais oubliée. « Quand je partirai, promets-moi que tu diras la vérité sur l'homme que j'étais, pas le mythe. » Moi, Michel reste silencieux. Johnny insiste presque à voix basse. « Promettez-moi que tu diras que j'ai essayé. Toute ma vie, j'ai essayé d'être à la hauteur, d'être quelqu'un de bien. » Ces mots frappent Michel comme une confession ultime. Pas une demande de gloire, pas une demande de justification, une demande d'humanité. Il comprend alors qu'au-delà du chanteur adulé par des millions de fans, Johnny cherchait encore, jusque dans ses derniers instants, le regard d'un ami qui pourrait témoigner de son authenticité. Michel répond « Oui, je te le promets ». Johnny ferme les yeux et murmure « Pas tout, juste l'essentiel ». Cette nuance, Michel l'a portée comme un poids délicat. Dire seulement l'essentiel, pas les excès, pas les failles qui n'appartiennent qu'à l'homme, mais la vérité d'une vie vécue avec intensité, parfois maladroitement, toujours sincèrement. Pendant des années, Michel ne dit rien, par respect, par loyauté, parce qu'il sait qu'une promesse faite à un ami au bord de l'inconnu n'est pas une chose que l'on livre au public avec légèreté. Et pourtant, en vieillissant, il comprend que la mémoire est fragile, que les récits s'échappent, que les légendes se figent, parfois jusqu'à écraser l'homme derrière elle. Alors il décide de parler, avec retenue, avec fidélité, avec cette tendresse discrète qu'il a toujours eue pour Johnny. Devant la caméra, il dit « Johnny n'était pas un super-héros, c'était un homme qui doutait, qui aimait trop fort, qui avait peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est cela que je veux transmettre. Sa beauté, c'était sa fragilité. » Puis il ajoute presque dans un souffle « Je veux qu'on se souvienne de lui comme de quelqu'un qui a donné toute sa vie, jusqu'à la dernière minute. » Cette phrase, longue, pesée, tremblée, est la réponse directe à la promesse. Johnny avait demandé qu'on dise qu'il avait essayé. Michel, en révélant cette demande, l'honore. Il ne raconte pas les détails intimes. Il ne révèle rien de sensationnel. Il ne cherche pas le scoop. Il accomplit simplement un devoir d'amitié. Témoigner sans trahir. Pour la première fois, Michel accepte aussi d'évoquer ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. La peur qu'il avait ressentie en voyant Johnny décliner. « J'avais peur de le perdre. » Mais j'avais surtout peur qu'il parte en pensant qu'il n'avait pas été assez aimé. C'est une confidence rare, peut-être la plus sincère de toutes. Dans ce moment de vérité, Michel laisse transparaître quelque chose qu'il avait toujours masqué, sa propre vulnérabilité. Car l'amitié, surtout celle qui traverse 50 ans, n'est jamais à sens unique. Elle laisse des traces, elle marque la peau, elle marque la voix. Et lorsque Michel finit par dire doucement « J'ai tenu ma promesse, Johnny », on comprend que ce n'est pas une phrase pour le public. C'est une phrase pour lui, pour celui qui n'est plus là, pour celui qui demeure pourtant dans chaque souvenir. Mais une révélation, si forte soit-elle, demande un épilogue. Une dernière image, un dernier souffle, une manière de refermer cette histoire sans l'effacer. Alors, comment conclure ce récit sans trahir l'émotion? Quel geste, quelle phrase, quel souvenir peut offrir une fin digne à cette amitié? Et que reste-t-il vraiment lorsque le rideau tombe pour la dernière fois? On dit souvent que les grandes histoires ne se terminent pas. Elles se déposent simplement quelque part en nous,
comme un souffle discret qui continue de vibrer, longtemps après que la lumière s'est éteinte. L'histoire de Michel Drucker et Johnny Hallyday appartient à cette catégorie-là. Une histoire faite de fidélité, de pudeur, de confidences murmurées, de regards qui disent plus que les mots. Après avoir tenu sa promesse, après avoir révélé l'essentiel, Michel ne cherche ni à expliquer, ni à conclure. Il ne cherche pas à enfermer Johnny dans un récit figé. Il dit seulement ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, ce qu'il a aimé. Et puis il s'efface, parce qu'il sait que les légendes n'ont pas besoin qu'on les encadre. Elles ont besoin qu'on les laisse respirer. Aujourd'hui encore, lorsqu'il parle de Johnny, sa voix ralentit légèrement, comme si le passé revenait s'asseoir à côté de lui. Il ne dit pas « il était une star ». Il dit « il était un homme complexe, intense, imprévisible, bouleversant, un homme qui a cherché toute sa vie l'amour du public, mais qui, au fond, ne désirait qu'une chose, être compris. » Dans un moment d'émotion retenue, Michel glisse « ce qui me manque, ce n'est pas la légende, c'est son rire ». Et cette phrase résume tout. Ce n'est pas la scène, ni les records, ni les shows gigantesques. C'est l'être humain, celui qui parfois laissait tomber le cuir, les lunettes noires, les poses de rocker. Celui qui s'asseyait en face de lui et disait « Je suis fatigué mais je continue ». Celui-là manque, et manquera toujours. Michel, lui, poursuit son chemin. Avec cette discipline singulière, cette élégance de ceux qui ne se permettent jamais de s'effondrer. Mais certains soirs, quand les studios se vident, quand les couloirs retrouvent leur silence, il y a une image qui revient, toujours la même. Johnny qui entre sur un plateau, sourire en coin, main tendue, voix chaude qui lance. « Alors, vieux frère, on y va ?» Cette image n'est pas un souvenir nostalgique. C'est une présence, une manière de dire que, même dans l'absence, quelque chose continue. Car la mémoire n'est pas un monument. La mémoire est un mouvement, une vibration qui persiste. Et puis il y a cette promesse, désormais révélée mais toujours vivante. Elle continue d'accompagner Michel, non pas comme un devoir, mais comme une gratitude. Il n'a jamais trahi Johnny. Il n'a jamais utilisé leur moment pour briller. Il a simplement été ce qu'il avait toujours été. Un ami calme, solide, silencieux, un témoin honnête d'une vie plus grande que la sienne. Dans ses livres, dans ses émissions, dans ses confidences rares, Michel parle de Johnny comme d'un frère qu'il n'a pas choisi mais que la vie a mis sur son chemin. Il dit que certaines rencontres vous déplacent à jamais, et que celle-là précisément l'a façonné. Il ne cherche pas à retranscrire la totalité de ce qu'ils ont partagé. Il choisit ce qui compte, ce qui éclaire, ce qui apaise. Car l'essentiel finalement n'est pas dans les anecdotes. L'essentiel est dans la manière dont deux hommes, si différents, si opposés, ont su se reconnaître, se soutenir, se respecter. Et quand on lui demande encore aujourd'hui s'il pense à Johnny, Michel répond simplement « Oui, souvent, mais ça ne fait plus mal. Ça fait partie de moi. » Alors, comment refermer cette histoire ? Comment dire adieu à l'homme tout en laissant vivre la légende ? Peut-être en laissant le silence répondre. Un silence doux, un silence de fin de journée, un silence où les voix ne s'opposent plus, où les souvenirs ne blessent plus. Un silence où Michel regarde une dernière fois une photo posée devant lui. Johnny sourit. Lui aussi ? Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.